Le milieu paysan est en colère. Les conditions de travail se dégradent, la révolte gronde et les tracteurs sont dans la rue. Face aux crises successives, quelle piste pour une agriculture à la fois productive et respectueuse des gens et de l'environnement? Faudrait-il déjà commencer par réconcilier ville et campagne? C'est l'objet d'un livre, Faire paysan, dont on discute dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on reçoit Blaise Hoffman pour parler du monde agricole et de celles et ceux qui assurent notre subsistance, les paysans et les paysannes. Bonjour Blaise. Salut Damian. Originaire de Morges, tu es auteur et vigneron. L'écrivain voyageur que tu es parle souvent de l'ailleurs, mais aussi de l'ici, puisque tu retournes volontiers dans le terroir vaudois pour parler des enjeux qui le traversent. C'est le cas avec ton dernier livre, Faire paysan, qui rencontre pas mal de succès en ce moment, non ? Oui. C'est un thème d'actualité. Et ton livre, c'est aussi un patchwork de trajectoires de vie d'agriculteurs et d'agricultrices, où les témoignages se mêlent à des réflexions historiques et personnelles sur le devenir du métier. Qu'est-ce qui t'a motivé à l'écrire et pourquoi sous cette forme-là ? L'étincelle de départ, c'est les votations en 2021 pour ou contre les pesticides, les produits phytosanitaires. Moi, je viens de ce monde paysan, mes parents, mes 4 grands-parents, cousins, etc. J'ai grandi dans une ferme active. Et puis après, les choix de vie m'ont éloigné de ce milieu-là. Et durant le débat qui a précédé ces votations, j'avais mal au ventre. Mal au ventre en entendant des paysans un peu trop convaincus, mal au ventre en entendant des récits dans les villes hors sol, complètement en dehors des réalités paysannes. Et c'est de ce malaise, de ce tiraillement intérieur que j'ai commencé à mener mon enquête dans le monde agricole contemporain. Tu parles vraiment beaucoup de ce clivage, ville-campagne, ça traverse le livre. Tu te décris, je te cite, à jamais entre deux mondes, les fesses entre une chaise et un bot de cul. Du coup, quand les agriculteurs te reçoivent à la ferme pour discuter, t'as l'impression d'être perçu plutôt comme un fils de paysan ou comme un écrivain bobo de Morges ? Oh, peut-être un peu des deux. Non, mais je crois que j'ai quand même intériorisé des codes, des codes de discussion. C'est aussi important, en fait, les codes pour arriver à entrer en communication avec les différents mondes. Et je pense qu'on a là affaire à une psychologie assez spéciale dans le monde paysan. Il y a un côté taiseux. Je pense qu'il ne faut pas commencer la discussion tout de suite avec des accusations, des jugements. Il faut plutôt se mettre à l'écoute. Et c'est vrai que ça a été des longues discussions pour alimenter l'écriture de ce roman, des longues discussions avec toutes sortes de paysans, de toutes sortes de types d'exploitation agricole. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de bouteilles de blanc dans ce livre, parce que ça permet aussi de délier les langues. Qui représente pas mal l'univers aussi de la ferme dans laquelle tu te rends à chaque fois. Il y a vraiment une bouteille de vin pour une conversation particulière. Ouais, c'était un choix. Après, c'était un choix littéraire de description. En décrivant le vin qui était servi, ça disait quelque chose de la personne qui me le servait. Donc j'ai retenu ça. Ouais. On va évidemment parler de l'actu. Dans ton livre, tu décris comme souvent des agriculteurs qui sont habitués à endurer en silence. Est-ce que cette révolte du monde paysan, un peu partout en Europe, en Suisse aussi, t'a surpris ? Oui, parce que donc le livre est sorti il y a maintenant une année, et moi j'étais toujours étonné en fait de l'absence de révolte. Cette révolte, on l'entendait. Il y a ces coups de gueule. L'agriculture suisse romande est autant en colère qu'en Europe. Et quand je m'en étonnais, j'avais toujours cette même réponse, c'est on n'a pas le temps de se révolter. Après, moi j'ai commencé à construire un peu des hypothèses pour expliquer cette absence de révolte. Que ce soit les échecs des différentes manifestations, grèves du lait précédentes, c'est aussi pas facile pour les paysans de s'en prendre aux personnes qui achètent leurs produits. Il y a aussi un côté culturel. En Suisse, on n'est pas trop pour les blocages, les manifestations. Il y a aussi un trait de caractère, plutôt taiseux, plutôt vers l'intériorisation d'une colère dans le monde paysan. Et puis, ça a été là depuis quelques semaines, depuis le début 2024. Ça fait très plaisir en fait de voir cette colère s'exprimer. D'abord assez simplement par des retournements de panneaux, et puis maintenant chaque semaine il y a des nouvelles actions. Il y a surtout beaucoup de rencontres entre les paysans,
parce que c'était peut-être une autre hypothèse, c'était le manque de solidarité dans cette profession-là. Donc c'est l'occasion de se regrouper et de se reconnaître. Voilà, de se regrouper dans la profession, mais aussi justement avec les consommateurs. Il y a eu beaucoup de rencontres, des feux allumés dans les champs pour justement inviter la population à bavarder, à discuter et puis à parler des enjeux concrets qui régissent le monde agricole aujourd'hui. Je te propose d'introduire les raisons de cette révolte par une vidéo du journal Le Temps. La dernière comptabilité qu'on avait fait il y a 3 ans, j'étais à 5 francs 50 de l'heure. Mais est-ce que vous vous rendez compte qui c'est qui va bosser pour 5 francs 50 de l'heure? Puis je veux dire, le mercredi, on a déjà nos 35 heures, le dimanche, on a 70 heures. Je crois qu'on est la corporation à bosser au-dessous du coût de production. Sous un bistrot, je dis une pharmacie, ou bien une boulangerie ici, il couvre pas ses frais. Il met la clé sous paillasson après 3 jours, puis nous, on doit continuer. C'est pas possible, c'est pour ça qu'il y a des révoltes paysannes, je veux dire, au niveau de l'Europe. Mais non, mais ils ont bien raison. Ici, on vient d'entendre le témoignage d'un producteur de lait. Dans ton livre, tu utilises souvent le prix du lait comme une espèce de maître étalon, un peu comme le baril de pétrole, mais pour l'agriculture. Pour toi, il est symptomatique de ce qui arrive aux paysans et paysannes, ce prix du lait? Ouais, c'est impressionnant quand même. En 1991, le lait était à 1 franc 7 centimes, avec les coûts de la vie de l'époque. Aujourd'hui, on est à 60 centimes, entre 50 et 60 centimes selon les époques. Donc près de la moitié. Près de la moitié, avec des coûts de production bien plus élevés aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui fonctionne absolument pas. On l'a vu dans le reportage aussi, le prix, il parle de 5 francs 50 de l'heure. Généralement, on parle de 17 francs de l'heure pour la profession de paysan, ce qui est quand même pas grand-chose. Donc ça, c'est pour la question des revenus qui font partie des revendications. Il y a d'autres raisons à cette révolte aussi. Oui, donc les coûts de production qui explosent, les revenus qui stagnent. Une des grandes revendications en Suisse, mais en Europe aussi, c'est la simplification de l'administration. Les paiements directs, ça devient un casse-tête. Les paysans consacrent facilement une demi-journée par semaine à remplir ces documents. Il y a très souvent des professionnels qui sont là pour aider et qui sont eux-mêmes aussi un peu paumés, qui angoissent lorsqu'il faut cocher la bonne case, de cocher la bonne case pour éviter après un contrôle qui peut sucrer les paiements directs. Donc c'est vraiment une charge mentale en plus de beaucoup de temps. Et puis l'autre revendication qui est très importante, c'est le manque de reconnaissance. Parce qu'on peut travailler beaucoup, on peut gagner assez peu, il y a beaucoup de métiers qui sont comme ça, mais s'il y a du sens. Et c'est ce sens-là que j'ai essayé de cibler dans le livre. J'ai essayé de sortir un petit peu de la thématique écologique et purement économique, mais aussi de voir l'humain. Sociologiquement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la dignité, au niveau de la reconnaissance de la population, et puis au niveau du sens que l'on a dans son métier. Et c'est pour moi quelque chose de très important. Je crois que c'est ce que j'aime beaucoup dans ton bouquin, c'est qu'il y a un côté très anthropologique, et tu dis souvent aussi qu'il faudrait peut-être moins de techniciens, d'économistes, mais peut-être plus de gens issus des sciences sociales pour comprendre aussi, au-delà du revenu, comment donner du sens à ce métier. Ouais, c'est ça. C'est très complexe. Comment comprendre les paysans qui sont des farouches indépendants, mais qui, à cause des paiements directs, sont quand même à 40, 50, 60, 70% payés par les paiements directs. Donc, ils sont à moitié fonctionnaires. Comment comprendre ce monde paysan qui a des énormes exploitations, des gros tracteurs, mais qui se plaignent d'avoir peu d'argent? On est comme ça dans toutes sortes de contradictions. Et c'est important d'essayer de les aborder. Et ça leur fait quoi aux paysans et paysannes d'être à 70% en moyenne dépendants des subventions de la Confédération? Bon, il faut déjà rappeler les choses positives. Ces paiements directs ont été voulus par la population, donc c'était le résultat d'une votation en 96, appliquée en 2001, et ça a permis à la Suisse d'avoir une longueur d'avance en matière d'écologie. Longueur d'avance qui a été réduite depuis. L'Europe a fait beaucoup de progrès, mais c'était quand même un effet très bénéfique. L'autre, c'est que cet argent va directement dans la poche des paysans. Donc on a un levier d'action. On pourrait vraiment utiliser ces paiements directs pour choisir l'agriculture que l'on souhaite. Après, les effets pervers, on a parlé déjà de la paperasse, de cette complexité aujourd'hui de cette administration. C'est aussi un côté assez paternaliste, c'est-à-dire que l'État va accompagner au niveau de la reconnaissance. On n'est plus à vendre un produit, à nourrir la population, on est à toucher des paiements directs, et c'est assez problématique.
10% des parlementaires nationaux se disent paysans, alors qu'ils ne sont que 2% dans la population. Donc, a priori, les paysans et paysannes n'ont pas besoin de manifester, non ? Ouais. Encore une autre contradiction, ouais. On a, comme vous le dites, il y a vraiment une grande représentation du monde paysan à Berne, et c'est là que ça se passe. Maintenant, si on faisait une infographie avec le statut de tous ces parlementaires, majoritairement UDC et PLR, ils sont souvent dans des conseils d'administration liés à la coop, à la Migros, à la grande distribution, à toutes sortes d'entreprises qui régissent le système agricole. Donc il y a des liens d'intérêt, un lobby de l'agroalimentaire qui est très présent, tu penses ? Ouais, je le pense. Et puis on l'a vu depuis 2022, l'USP, l'Union Suisse des Paysans, est vraiment marche d'un même pas avec l'économie suisse, avec l'USAM, avec l'Union patronale. Donc il y a quand même une volonté d'intégrer une certaine forme d'économie, libre-échange, etc. Donc on est là avec une forte représentation du monde paysan à Berne, mais quand même avec des intérêts qui ne vont pas toujours dans le sens du petit producteur suisse. Tu as déjà commencé à l'évoquer, j'aimerais qu'on parle des intermédiaires. On parle souvent du duopole Migros et Coop pour dénoncer leur pouvoir sur les prix et leurs marges excessives. Il paraît qu'on a les marges de la grande distribution parmi les plus élevées d'Europe. C'est vrai ça ? Ouais, c'est vraiment le cas. On a toujours le même porte-parole de la Migros depuis 10 ans qui vient faire son discours sur le rôle de la Migros. Premier client de l'agriculture suisse, c'est une coopérative, mais on le sait depuis 2022, depuis cette enquête du Temps et de Heidi News, sur les marges, que ces marges sont bien plus importantes qu'en France, et puis qu'en Suisse, il n'y a pas d'observatoire des marges, comme il y a en France depuis une quinzaine d'années. C'était une proposition parlementaire d'ailleurs qui a été faite en 2022, je crois. Voilà, et qui reste pour l'instant en attente, qui n'est pas encore traitée. Mais c'est une urgence. Et on le constate, on parlait des paiements directs précédemment, c'est 2,8 milliards chaque année qui partent pour ces paiements directs. Ils sont pas là pour enrichir les paysans, ils sont là juste pour les laisser survivre et pour avoir des prix d'achat très bas. Et en fait, ces paiements directs ont la fâcheuse tendance à plutôt enrichir les intermédiaires. Et c'est assez étonnant du point de vue des consommateurs. On dit souvent qu'on paye 2 fois son produit. On le paye d'abord avec ses impôts pour subventionner l'agriculture, puis après dans le supermarché en achetant ses aliments. Parmi ces intermédiaires, il y a une petite sœur plus discrète qui est pourtant aussi très puissante, c'est la FENACO. Tu peux nous décrire un peu cette structure ? FENACO, Fédération nationale des coopératives. C'est une réunion de toutes sortes de coopératives cantonales. C'est devenu vraiment une grosse entreprise. C'est 8 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires en 2023. C'est la moitié des paysans qui sont représentés. C'est vraiment un acteur maintenant indispensable. Il ne s'agit pas du tout de le remplacer, mais peut-être de le faire un peu plus évoluer puis de prendre conscience de son rôle, parce que c'est une entreprise vraiment verticale qui va de la vente de l'engrais, des semences, au rachat de la récolte, à la transformation. Ramseyer, Frigemo, pour ne pas citer de marque ici à l'antenne. Et puis après la distribution avec Folk, Landy. Et donc il y a vraiment une maîtrise totale de la chaîne, et c'est quelque chose que je trouve important. Je suis pas contre la grande distribution, contre les supermarchés, mais il faut vraiment prendre conscience de cette concentration. Migros, Coop, FENACO, il y a vraiment là un pouvoir très très important. Sur un autre sujet, le milieu paysan est aux avant-postes des dérèglements climatiques, puisque l'érosion de la biodiversité et des sols, les sécheresses, inondations impactent directement les cultures. Pourtant, on oppose souvent le productivisme d'un côté et la protection de l'environnement de l'autre. D'ailleurs, historiquement, les institutions agricoles sont plutôt liées au milieu économique. Comment on fait pour conjuguer les deux ? Ça se fait progressivement. Là, depuis une trentaine d'années, il y a eu une grande évolution dans les faits, mais aussi dans les mentalités. La nouvelle génération a intégré le fait que la terre, c'est leur outil de travail, il faut la préserver. On a intégré aussi le fait que ces produits phytosanitaires, pesticides, ont un coût, donc il s'agit de les limiter. Maintenant, j'ai trouvé assez intéressant, en menant mon enquête,
de ne pas fermer totalement la porte à la production et puis aussi aux pesticides. Il y a par exemple une start-up à Yverdon, Ecorobotics, qui développe des pulvérisateurs de phytosanitaires ultra précis, avec GPS et caméras intégrées, et ça permet d'économiser, enfin de limiter à 95% la pulvérisation et la consommation de ces produits chimiques. Mmh. Et je trouvais intéressant de pouvoir quand même lier production et protection de l'environnement. On a parlé essentiellement jusque-là des enjeux au niveau suisse, à juste titre parce que c'est l'objet de ton livre. Est-ce qu'au niveau mondial, il y a aussi une forme de clivage ? Les paysans entre eux sont quand même dans une situation de concurrence assez terrible, non ? Au niveau du libre-échange, au niveau de... Oui. Oui, bah ça c'est une des revendications qui devrait être centrale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on réglemente la grande distribution au niveau des importations, qu'on n'importe plus des produits qui ont un bilan écologique néfaste, mais aussi un bilan social néfaste. Ça sert à rien de produire du bio au sud de l'Espagne avec des saisonniers marocains sous-payés et maltraités. Donc oui, là, il y a un énorme effort à faire. Dans ton livre, tu dis « On est tous dans la même barque, paysans et consommateurs, de la fourche à la fourchette ». Du coup, du côté de la fourchette, du côté des consommateurs et consommatrices, il faut faire quoi ? J'essaie de pas surresponsabiliser le consommateur non plus, parce qu'il fait avec ses moyens, avec aussi son temps, avec les horaires de ses semaines. Mais c'est vrai qu'il y a là un immense décalage entre les convictions. Je crois qu'on est tous, on a tous envie d'une agriculture verte, et puis l'achat et les actions. Juste 2 chiffres. En Suisse, on ne consacre que 7% de son budget à l'alimentation. Qui est 4-5 fois moins qu'il y a 50 ans, c'est ça ? Ou même encore plus. C'est quelque chose d'assez fascinant. Et puis, le commerce du bio dans les supermarchés stagne à 11%. Et il y a en ce moment plus d'offres que de demandes. Donc, on n'a pas encore on a une conscience, mais qui ne se traduit pas encore par des actes d'achat. Dans ton livre, tu parles aussi de rééduquer notre rapport à l'alimentation. Ouais, ça c'est quelque chose qui n'est pas trop présent dans le livre, mais à force d'en parler et de faire des rencontres autour de ce livre, je me suis aperçu que c'était très important. C'est l'école, c'est l'éducation au goût, c'est de remettre des cours de jardinage, de culture dans les petites classes, et puis de cuisine dans les classes peut-être plus adolescentes, pour qu'on sache reconnaître déjà un bon produit, puis qu'on sache le cuisiner. Parce que ça sert à rien de revendiquer une belle agriculture si on ne sait pas reconnaître ses produits et les goûter, les déguster. Face aux impasses du système, tu décris la diversité des pratiques agricoles. Agriculture de pointe ultra technologique, micro-ferme en permaculture, jusqu'à la bonne vieille agriculture conventionnelle. Malgré les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, tu restes optimiste ? Ouais, je crois que c'est quand même un livre optimiste qui met le point sur toutes sortes de problèmes. Mais il faut voir déjà une évolution. C'est pour ça que j'ai utilisé ce titre, faire paysan. Le mot paysan moi quand j'étais petit, c'était une insulte. Aujourd'hui, on se revendique. Il y a quelque chose d'assez noble dans ce métier-là. Il y a du reste de plus en plus de personnes qui rentrent dans les écoles d'agriculture aujourd'hui. Et puis, je crois qu'il y a aussi au niveau du dialogue. On parle de ville-campagne, mais disons entre les agricultrices, agriculteurs et le reste du monde, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a consommateurs et producteurs. J'ai l'impression que le dialogue est en train de s'instaurer. On le voit aussi dans les médias, dans le traitement médiatique de l'agriculture. On s'intéresse plus à aller chercher, à interroger les petits producteurs sur leurs problèmes au quotidien, plutôt que de tout de suite juger et accuser. Il y a quelque chose qui se passe. C'est peut-être dû à la pandémie, c'est peut-être dû à la guerre en Ukraine. Il y a peut-être plusieurs facteurs, mais je reste assez optimiste. Ce livre et son succès, ça a été sans doute un formidable moyen pour commencer à dresser les ponts que tu évoques. Comment on fait pour en construire d'autres ? Il y a un pont qui est vraiment indispensable et qui n'est pas du tout encore créé, c'est au niveau politique. De comprendre que l'agriculture, c'est pas que de la politique, c'est de l'alimentation, c'est ce qu'on a dans l'assiette, c'est nos paysages. Et il me semble que les Verts, les Vertes et l'UDC, par exemple, pourraient se mettre ensemble. C'est un sujet commun et je le vois, j'ai pu aller au Grand Conseil, j'ai pu aller dans différentes rencontres assez politisées. Il y a vraiment là une rupture totale de dialogue
Et ça, là, il y aura un immense effort à faire pour créer des majorités et trouver des sujets qui rassemblent entre les Verts et l'UDC. Typiquement, une question comme doubler ou tripler la recherche agronomique pour trouver des alternatives aux produits phytosanitaires. Je crois que personne s'y opposerait. Et là, c'est une proposition qui est non clivante. Quelque chose de très dogmatique, tu dis, qu'il faut à nouveau dépasser. Ouais, tout à fait. Pour faire une politique de l'alimentation, t'en parles dans le livre, au lieu d'une politique de l'agriculture, une politique de l'alimentation. Et voilà, quelque chose qui est plus rassembleur et qui unit tout le monde. Merci beaucoup Blaise Hoffmann d'être venu. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. Le livre Faire paysan de Blaise Hoffmann aux éditions Zoé est dispo dans toutes les bonnes librairies et en description de cet épisode. Si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, partagez-le autour de vous. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.